encore pour l'invitation et me donner l'occasion de commencer cette séance qui a un titre qui est vraiment tout un programme. Consommer et produire, produire et consommer. Je pense qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et moi qui suis économiste, c'est vrai que quand on commence nos études, tous nos modèles se basent sur la consommation, sur la production. C'est assez amusant parce que j'enseigne également à la Sorbonne et donc je commence mes cours en économie et en développement en disant voilà, je vais vous apprendre tous les modèles de production, de croissance, endogène, exogène, modèle de Solow. Je vois qu'il y a certains qui grimacent et donc ça leur rappelle de mauvais souvenirs avec cette question fatidique. Mais madame, pourquoi on apprend ça? Ça sert à rien. Alors c'est vrai que on se dit l'année commence bien, je suis à mon cours numéro 1, j'ai encore des heures et des heures, donc comment je vais insuffler et essayer de développer, de dire mais non, regardez, ces modèles peuvent nous apporter encore beaucoup, et en effet on peut se développer, on peut produire tout en préservant l'écologie. C'est également un cours qui traite des pays émergents. Donc, comme on l'a dit à la COP, on voit que là aussi, dans ces pays, il y a des problématiques sur la production qui sont énormes, puisque c'est souvent de la production qui consomme énormément d'énergie et de l'énergie carbonée. Alors, parenthèse mise à part, ce qui est toujours très intéressant, c'est quand il y a une crise, et ça, c'est quelque chose qu'on voit toujours, on est toujours très affolé, et on se dit, c'est une catastrophe, comment allons-nous faire? Alors là, vous allez me dire, et le ministre l'a bien rappelé, on est dans une crise et une transformation qui est quand même assez multiple, puisqu'on a la crise énergétique, on a la crise démographique, on a la numérisation, on a les migrations, voilà, on a une succession de crises en même temps, alors que traditionnellement, on en traite une ou deux quand ça va bien. Donc, en effet, il faut être très imaginatif. Mais la bonne nouvelle, en économie, comme on n'invente jamais rien, c'est que dans le passé, souvent, ça s'est déjà produit. Souvent, dans le passé, on a déjà eu ce type d'expérience et donc on a déjà dû faire face à des transitions. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la voiture chinoise, on en a parlé d'ailleurs précédemment, en disant c'est une catastrophe. Toute l'Europe a fait son succès sur la voiture thermique, avec l'énergie et le gaz russe pas cher. Tout d'un coup, c'est l'électrique. Je reviens de Chine, vous êtes sûrement allé là-bas, vous avez des voitures qui ont 1000 km d'autonomie pour 20 000 €, avec une technologie qui est bien plus de tout ce qu'on a, que ce soit au Japon ou même Tesla aux États-Unis. Comment on fait ? Eh bien, quand on se souvient au début du siècle, on avait finalement une voiture, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette voiture à l'éthanol d'Henry Ford, très jolie, qui fonctionnait à l'éthanol, qui écologiquement était intéressant, d'ailleurs que le Brésil utilise encore beaucoup en termes de biofuel, et qui justement n'utilisait pas l'énergie fossile, était écologiquement quelque chose de valable et qui était développé. Et puis tout d'un coup est arrivé le pétrole, à profusion, pas cher, et voilà que notre voiture à l'éthanol a disparu. Je vois qu'on ne s'en souvient pas du tout quand je regarde vos visages. Pourtant, elle était très belle. On disait c'est l'apogée du XXe siècle. On sera tous à l'éthanol. Ça sent bon en plus. Voilà, c'est bio. On adorait. Voilà, elle a disparu en 2 secondes. Donc des transitions, c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors vous allez tous regarder voiture à l'éthanol, je pense après sur votre portable. Mais oui, elle a bien existé. C'est juste pour vous dire que ces transitions existent et qu'on en a eu plein dans le passé. Alors, c'est pas pour ça qu'on va réussir, on espère, les futurs, mais en tout cas, c'est possible. Et on a vu que le XXe siècle, alors vous allez me dire, c'était l'apogée de l'industrie et l'industrie décarbonée. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout de même, en tout cas, on a déjà vécu ces transitions. On a vu que oui, l'énergie était vraiment au cœur du système. Et donc, cette présentation, je vais vraiment l'axer là-dessus. C'est vrai que ça peut être des choses qu'on a déjà entendues, mais je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui d'insister là-dessus, sur le lien entre consommer et produire, et surtout sur le lien majeur pour moi, qui malheureusement souvent est un peu éludé dans ce type de forum, qui est le prix. Le prix et encore le prix. Et derrière, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Alors je sais que vous n'en pouvez plus de ces questions, on en a parlé depuis 3 ans, c'est insupportable, etc. Mais malheureusement, à mon sens, si on veut justement que ces transitions fonctionnent, il faut en premier lieu régler ces questions, c'est-à-dire que la transition puisse être accessible à tous, sinon on aura des crises sociales énormes, bien plus importantes que malheureusement la transition écologique. Alors, ne vous inquiétez pas, là je vois des mines sombres, c'est terrible, finalement c'est les crises sociales qui vont l'emporter.
Pas du tout. Il y a des solutions, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. On a vu le Covid, et je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde s'est dit, c'est le Covid, je suis chez moi, je vais réfléchir à un autre monde, ça va être extraordinaire, et donc je vais beaucoup moins consommer. Je vais produire très bien. Je ne vais plus aller à côté faire mes courses, mais je vais aller chez un petit producteur. Je vais essayer d'aller dans les circuits courts. Donc là, on était vraiment tous très contents en disant, ça y est, on voit qu'en arrêtant l'activité humaine, qu'on peut vraiment avoir un vrai impact sur la transition et que nos comportements ont un impact. Et puis finalement, le Covid s'est arrêté. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu en termes de consommation, et notamment consommation bas prix, vous avez une augmentation de 25%. C'est-à-dire qu'après le Covid, alors qu'on avait tous promis, et je pense qu'on a été nombreux à le faire dans cette salle, en disant « moi, plus jamais j'irai là », eh bien finalement, dès que c'est terminé, on a continué à consommer et sûrement consommer des articles très polluants, utilisant beaucoup d'énergie fossile et encore plus qu'avant. Il y a des secteurs qui sont très démonstratifs de ça et on le voit dans la consommation aujourd'hui, qui est par exemple dans l'habillement. Vous voyez que les sites internet qui aujourd'hui font ce qu'on appelle des vêtements à 3, 4, 5 euros, qui sont souvent des sites étrangers, n'ont jamais eu de commande depuis la fin du Covid. Donc on voit que sur les habitudes de consommation, il y a un énorme travail à faire. Pourquoi ? Parce que le prix reste pour la majorité des ménages, et ce n'est pas seulement français, c'est vraiment, on l'a dit avec l'inflation internationale, le vecteur et ce qui vous stimule à l'achat avant souvent les conditions dans lesquelles le produit a été fait, combien il coûte et ce qu'il a rejeté du CO2. Et ce que je pense que le ministre a dit est excessivement important, c'est que si on veut justement réussir cette transition, c'est qu'il faut vraiment complètement changer le discours en disant « cette transition, ça va vous faire gagner du pouvoir d'achat ». Alors oui, vous allez me dire, c'est pas gagné pour l'instant, mais c'est possible. Ça va vous faire gagner du pouvoir d'achat, de l'espérance de vie parce qu'il y aura moins de pollution, et puis peut-être plein de choses, du bonheur, de la joie de vivre, pas des larmes et du malheur tout le temps avec plus d'inondations, de catastrophes, mais peut-être une meilleure vie. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant quand vous regardez les enquêtes, parce que nous, très souvent, ce que l'on a comme problème aujourd'hui en tant qu'économiste, c'est qu'on a les faits, les données. Donc on voit en effet transition écologique, impact énorme sur le climat. Pour les assureurs, c'est catastrophique, c'est des milliards et des milliards qui vont devoir être dépensés. Pour l'État, n'en parlons pas. Donc on a vraiment toutes les données, tous les chiffres. Et quand on regarde les intentions de vote, qu'est-ce qu'on voit qui vient tout le temps en premier ? On l'a vu en France, on en a parlé aux États-Unis, c'est le pouvoir d'achat. C'est vraiment votre scission économique et financière. C'est ce qui vient en premier, devant. Alors après, il y a quand même l'écologie qui est, mais en tout cas, en premier, c'est toujours ce pouvoir d'achat et c'est toujours cette aspiration à avoir un meilleur avenir. Et c'est ce qui vient toujours. Ce qui est très difficile aujourd'hui pour nous, c'est que c'est un sentiment. Le sentiment d'être déclassé, le sentiment d'avoir peur et donc d'avoir moins bien, moins de consommation, moins de produits, moins de choix. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la consommation ? On dit consommer et produire. Derrière la consommation, vous avez le concept de liberté. Et puis pour beaucoup de gens qui ont des revenus faibles, le fait d'avoir plein de produits bas de gamme, pas chers, c'est aussi un moyen d'être libre et de pouvoir acheter énormément de produits. On est d'accord ou pas, mais c'est un ressenti qui est excessivement important. On l'a vu par exemple en France avec la crise des Gilets jaunes. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte dans cette transition et dans le fait de produire. Et donc, pour moi, vraiment, quand on regarde économiquement, le but, c'est en effet de produire, décarboner et pas cher pour que ce soit accessible à tous. Et que vraiment, la majorité de la population se dise « je vais gagner du pouvoir d'achat, je vais gagner en bonheur, je vais gagner, avoir une vie meilleure grâce à cette transition. » Et pas l'inverse. Donc c'est à mon sens, ça, en effet, le défi et sur quoi aussi il faut réfléchir pendant 2 jours. Alors, le premier vecteur, parce qu'une fois qu'on a fait ce bilan, à mon sens, c'est quoi ? C'est vraiment l'énergie. Le prix de l'énergie, qui est absolument central dans le système capitaliste, qui est absolument central dans les échanges, et qui, là aussi, pose question, notamment pour l'Europe. Comme vous le savez, aux États-Unis, énergie, gaz et pétrole de schiste, à tout va, pas cher du tout. Là, Donald Trump a annoncé qu'il va encore augmenter les gisements, donc on aura encore plus d'offres avec des prix toujours plus attractifs. Bon, la Chine, diversification notamment en Afrique, qui permet d'avoir accès à toutes sortes de terres rares et de matières premières très peu chères. Et nous, l'Europe, comme on l'a dit, toujours, gaz russe, c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? L'Allemagne a tenu 2 jours à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc, c'est excessivement compliqué. Et à mon sens, un des sujets qui est essentiel, et j'espère qu'on pourra en parler dans la table ronde qui va suivre, et vous, entre vous,
c'est vraiment la question de la planification écologique énergétique. C'est vraiment excessivement important. J'en parlais avec une des participantes. On avait le nucléaire. Alors, je ne dis pas pro ou pour, mais en tout cas, la question, c'est vraiment de diversifier le mix énergétique, de plus jamais être dépendant d'une source d'énergie à tout va et de mettre tout le système économique dessus. Et je le dis d'autant plus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à faire ça avec l'électricité. En disant ça y est, c'est fini le fossile, on met tout sur l'électrique. À mon sens, erreur, il faut diversifier. Bien sûr l'électrique, mais avec d'autres choses, comme par exemple les énergies renouvelables. On a parlé de l'hydrogène. Il faut vraiment diversifier le mix énergétique pour ne plus avoir cette dépendance. Les États-Unis ne l'ont plus. Hein. C'est tout à fait intéressant. Vous regardez, il y a encore 20 ans, hein, ils importaient massivement leur énergie fossile du Moyen-Orient, de la Russie. Aujourd'hui, c'est plus rien. Ils importent d'où ? Du Canada, du Mexique, et puis de toute façon, ils sont totalement autosuffisants. Demain, il y a une guerre et il y a des problèmes énergétiques, ils n'ont absolument aucun problème. Bien évidemment, ce n'est pas du tout notre sujet. Vous savez qu'on devait importer, vous savez l'impact qu'a eu l'explosion des prix de l'énergie sur l'inflation, et donc, encore une fois, sur ce fameux pouvoir d'achat. Donc, c'est vraiment essentiel. Et encore une fois, à mon sens, ça doit vraiment être une cause nationale de dire quel modèle énergétique on veut. Tout à fait d'accord, hein, il faut électrifier, il faut changer le mode de processus des usines, mais pour ça, il faut de l'électricité. L'électricité pas chère, et la première question d'un industriel, c'est quoi ? Vous pouvez présenter toute l'innovation, la technologie, c'est à combien votre énergie, à combien votre électricité, et quel site vous m'offrez. Et là, il faut vraiment que l'Europe redevienne compétitive là-dessus, en ayant vraiment un vrai pacte énergétique européen, à mon sens, pour pouvoir avoir la capacité d'être compétitif par rapport aux autres. Le deuxième élément, et c'est là-dessus où je finirai, c'est vraiment les questions de financement et d'investissement. Si on veut vraiment avoir cette transition attractive, monter en gamme et permettre que les produits que l'on fabrique restent accessibles au plus grand monde, il faut un investissement massif. C'est ce qu'a dit le rapport Draghi, donc ça tout le monde est d'accord, dit c'est super, on est d'accord, donc ça c'est vrai qu'on est toujours très d'accord sur les constats, c'est déjà bien en Europe. Alors par contre, quand il s'agit en effet de mettre en œuvre, là tout le monde se dit attention des milliards, ça m'intéresse, mais j'en aurais peut-être besoin pour faire autre chose. Ce qu'il faut, c'est vraiment éviter ce décrochage qui est absolu entre notamment l'Europe et les États-Unis et vraiment sur ces questions de technologie et de prix de l'énergie en investissant massivement. Pour ça, il faut achever cette fameuse union des capitaux. Alors, c'est un petit peu barbare, hein, mais ça permet vraiment d'avoir un vrai marché au niveau européen et donc d'avoir plus de financement, puisque tous ensemble, on peut avoir assez de financement pour financer cette transition. Et par contre, cet argent, le sacraliser, c'est-à-dire qu'on le met vraiment à la transition écologique, à l'innovation. Il y a une guerre, il y a une crise énergétique, il y a la crise Covid. On n'utilise pas cet argent pour payer les retraites, pour donner des chèques énergie ou pour payer autre chose. Cet argent est fléché, il y a un plan, et cet argent va juste à ça, au financement de la transition et au financement d'avoir un processus de production décarboné. Alors vous allez me dire, c'est peut-être ambitieux, mais voilà, c'est quelques pistes que je voulais ouvrir avec vous hein, pour pouvoir penser la table ronde et puis pour peut-être être au cœur de vos débats dans les 2 prochains jours. C'est pas évident, hein, comme vous le savez, nous on n'est pas les États-Unis où il y a une tête aujourd'hui surpuissante, pas la Chine, on est 27, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas le même commerce, on n'a pas les mêmes populations, mais on a un point commun, comme le dit la table ronde, consommer. Notre premier modèle de croissance, c'est la consommation, la consommation. Donc, ça nous réunit. Et encore une fois, à la consommation, si on veut garder cette consommation et ce pouvoir d'achat, ce n'est pas que l'affaire de la transition, mais c'est également, à mon sens, un sujet de paix sociale et de transition écologique, mais aussi démocratique. Merci à vous.